Yves Montand, connu pour ses performances emblématiques dans des films comme Le salaire de la peur et Un homme et une femme, ainsi que pour des chansons intemporelles telles que Les feuilles mortes, est devenu une figure adorée du cinéma et de la musique française. Cependant, malgré sa carrière éclatante, sa vie a été marquée par des luttes personnelles, menant à une fin tragique. Rejoignez-nous pour explorer le parcours remarquable et la mort déchirante de l'une des étoiles les plus durables de la France. L'adieu tragique d'Yves Montand, une vie remémorée au milieu de la controverse. Le 9 novembre 1991, le monde du cinéma a été bouleversé par la mort d'Yves Montand, l'un des grands acteurs des années 1960. Il est décédé après avoir terminé le film IP5, et des rumeurs ont circulé suggérant que le réalisateur Jean-Jacques Beinex était impliqué. Benjamin Castaldi, le gendre de Montand, est apparu dans l'émission Vivement dimanche prochain afin de clarifier la vérité entourant sa mort. Yves Montand était une icône du cinéma français, adoré du public. Benjamin Castaldi est son gendre par l'intermédiaire de sa grand-mère, Simone Signoret, qui a eu une histoire d'amour significative avec Montand dans les années 1960. Cependant, le destin de Montand était tragique. Après avoir terminé IP5, il a subi une crise cardiaque fatale à l'hôpital de Senlis. Certaines personnes estiment que les scènes dans l'eau froide ont contribué à l'aggravation de son état cardiaque. La famille de Montand a nié ces théories, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve pour les soutenir. Le 14 novembre, Michel Drucker a organisé un hommage à la carrière de Montand dans Vivement dimanche prochain et a invité Benjamin Castaldi à participer. Lorsque le film IP5 a été mentionné, Castaldi a rapidement pris la parole pour démystifier la désinformation, affirmant que Montand avait participé volontairement à ces scènes et que le film était réellement beau. Plus tôt, le 9 novembre, l'émission « Touche pas à mon poste » a accueilli Emmanuel Bonini, l'auteur d'une biographie non officielle de Montand, intitulée « Le véritable Yves Montand ». Castaldi n'a pas hésité à critiquer ce livre, déclarant qu'il était critique et contenait des représentations négatives de Montand, ce qu'il ne pouvait pas accepter. Avant sa mort, Montand a calmement parlé avec les paramédics dans l'ambulance, exprimant qu'il n'avait aucun regret concernant sa vie. Cependant, vers 13 heures ce jour-là, une crise cardiaque a mis fin à ses jours en 10 minutes, laissant derrière lui un sentiment de perte pour ses proches. Dévoiler la vérité, la bataille légale pour la paternité d'Yves Montand. En 1997, la Cour d'appel de Paris a ordonné l'exhumation du corps d'Yves Montand, décédé en 1991, afin de procéder à un test génétique de paternité. Ce jugement inhabituel est contesté par la famille de Montand, bien qu'elle n'ait pas formellement opposé la possibilité d'une telle analyse. La décision intervient après 8 ans de bataille juridique initiée par Aurore Drossart, une femme née en 1975, qui prétend être la fille illégitime de Montand. Durant sa vie, Montand a toujours refusé de subir de tels tests. En septembre 1994, un tribunal parisien avait initialement jugé qu'Aurore était bien sa fille, mais la famille de Montand a fait appel de cette décision. Le jugement rendu le 6 novembre permet l'exhumation des restes de Montand pour déterminer s'il est le père d'Aurore Drossart. Cette analyse génétique doit être complétée d'ici le 30 juin 1998 afin de permettre une comparaison entre leurs ADN. La décision, présidée par Evelyne Colomb, a été influencée par un rapport du professeur Philippe Rouget, expert en biologie, qui a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer la paternité sans un échantillon d'ADN de Montand. À la demande du tribunal, le professeur Rouget avait précédemment analysé des échantillons de sang du fils de Montand, Valentin, de sa mère Carole Amiel, de sa sœur Lydia Livy, ainsi que d'Aurore et Anne-Gilberte Drossart. Il a noté que le défi de cette analyse réside dans l'absence d'un échantillon de Montand lui-même. Il a souligné que la preuve formelle de paternité ou de non-paternité ne peut être fournie que par l'examen de cellules ou de tissus prélevés sur M. Yves Livy,
connu sous le nom d'Yves Montand. Le tribunal a conclu qu'en se basant sur les enquêtes en cours, la paternité de Montand concernant Aurore Drossard ne pouvait pas être définitivement exclue. Il a déclaré que la certitude ne pouvait être atteinte que par l'examen de cellules ou de tissus du corps de Montand, à condition que l'ADN soit encore viable 6 ans après sa mort. La question du consentement pour l'analyse génétique est cruciale, puisque Montand est décédé, et le tribunal a reconnu que son consentement ne pouvait plus être obtenu. Cependant, les héritiers de Montand ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à une analyse génétique après l'exhumation si cela était jugé nécessaire. L'Odyssée romantique d'Yves Montand, d'Édith Piaf à Marilyn Monroe et au-delà. Lorsque Yves Montand a rencontré Édith Piaf en 1944, il n'était encore qu'un jeune chanteur des provinces ayant récemment déménagé à Paris pour réaliser son rêve d'enfance de théâtre musical depuis Marseille. Se produisant dans l'acte d'ouverture du spectacle Mots rapidement, Édith Piaf a rapidement décidé de prendre le jeune homme sous son aile, bien qu'elle ait 6 ans de plus que lui. Éclipsé par son propre ego, Montand a beaucoup appris de la chanteuse lors de leurs répétitions quotidiennes. Jour après jour, le petit moineau l'a aidé à peaufiner ses performances sur scène, au point de façonner le personnage que le monde entier applaudirait bientôt. Elle a également élargi ses horizons en lui offrant des romans et de la poésie, posant ainsi les bases de sa culture personnelle. Le temps passant a facilité la transmission des connaissances, alors que les deux artistes, en tournée ensemble à l'époque, vivaient une passion amoureuse. Cette romance a duré 2 ans jusqu'à ce qu'Édith Piaf y mette brusquement fin. Certains disent que la renommée croissante de Montand, qui menaçait d'éclipser la sienne, n'était pas la seule raison de leur rupture. Montand a longtemps été affecté par cette déception amoureuse. Lorsqu'on lui a demandé de parler de sa relation avec la star, il a un jour remarqué avec amertume « Elle chantait magnifiquement quand elle était amoureuse et elle chantait magnifiquement quand elle se séparait. » Yves Montand a mis 3 ans à se remettre des sentiments d'abandon suite à sa relation avec Piaf, jusqu'à ce que Simone Signoret vienne bouleverser sa vie. Un simple regard un jour d'été en 1949 a suffi pour que l'ancienne amante de Piaf et la muse d'Yves Allégret, mariée à un réalisateur et mère d'une fille nommée Catherine, tombent amoureuses. Leur liaison romantique est devenue légendaire à Saint-Paul-de-Vence, le petit village de la Riviera où ils se sont rencontrés. Le couple s'est marié le 22 décembre 1950 à la mairie de Saint-Paul-de-Vence et a ensemble atteint de grands sommets. Grâce à des chansons célèbres comme « C'est si bon » et « Les feuilles mortes », Montand a constamment attiré de grandes foules lors de ses concerts au début des années 50. Pendant ce temps, Simone Signoret brillait par sa beauté dans des films classiques tels que Casque d'or et Les Diaboliques. Pendant près de 20 ans, Signoret et Montand sont devenus l'un des couples légendaires du cinéma français, chacun connaissant un grand succès dans sa carrière individuelle. Tous deux ont acquis une reconnaissance internationale. Alors que le chanteur conquérait Broadway, l'actrice a remporté un Oscar de la meilleure actrice en avril 1960 pour son rôle dans Les chemins de la haute ville de Jack Clayton. Aucun nuage ne semblait assombrir le ciel du couple, du moins en surface. En réalité, leur relation s'est progressivement détériorée au fil du temps, aggravée par les infidélités de Montand. Cependant, ils n'ont jamais divorcé officiellement. Pourtant, lorsque Signoret a reçu le César de la meilleure actrice en 1978 pour son rôle de Madame Rosa dans La vie devant soi, Montand ne faisait plus partie de sa vie. L'actrice, qui se considérait comme la première fan de Montand, a continué à l'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Elle l'aimait encore en 1985, lorsque le cancer l'a emporté après de nombreuses années de douleurs silencieuses. Le côté plus sombre de la vie de Montand a été partiellement exposé en 2004 par Benjamin Castaldi, le fils de Catherine Allégret, dans le livre « Maintenant, il faudra tout se dire ». Au-delà de comportements inappropriés envers sa belle-fille,
L'animateur a enregistré les remarques cruelles du chanteur à propos de sa belle-mère. « Tu sais, gamin, c'est facile d'être l'amant de Casque d'Or, mais il faut beaucoup d'amour pour rester avec Madame Rosa. » En 1959, Montand a rencontré Marilyn Monroe. Invité par le producteur américain Norman Granz, il connaissait le succès à Broadway. Captivé par la performance de Montand, le réalisateur George Cukor l'a invité à jouer dans Le Milliardaire aux côtés de l'actrice américaine. Le tournage a commencé juste après que Simone Signoret ait reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Contraint de s'envoler pour Rome pour tourner Adua et ses compagnes, Monroe a réalisé que son mariage était en danger. Il n'est donc pas surprenant que Montand et Monroe tombent amoureux sur le plateau. Tous deux étaient mariés, l'actrice vivait avec l'écrivain et dramaturge Arthur Miller, mais les deux ont essayé de garder leur liaison secrète. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que la presse ne découvre leur relation. Cette révélation a eu des conséquences dévastatrices pour leurs deux mariages. Arthur Miller a exigé le divorce et Montand n'a conservé son mariage qu'en raison de la clémence de Signoret. Elle a un jour déclaré « Combien d'hommes peuvent vraiment gérer Marilyn ?» Bien que tout semblait bien en surface, Signoret n'a jamais véritablement pardonné à son mari l'humiliation publique qu'il lui avait infligée. 50 ans plus tard, l'affaire entre Montand et Monroe continue de hanter les pages des tabloïds. En 2010, le Daily Mail a publié des photos de la belle actrice de l'été 1960, suggérant qu'elle pourrait avoir été enceinte de son amant. Une théorie confirmée par le témoignage de Tony Michaels, un voisin de Frida Earle, l'une des amies proches de Monroe et l'auteur des célèbres photographies. Frida était très fière de ses photos et très heureuse de les garder secrètes jusqu'à sa mort. Mais elle m'a raconté l'histoire à leur sujet, que Marilyn était enceinte d'Yves Montand. Ce n'était pas une supposition ou un soupçon. Elle le savait simplement parce qu'elle était très proche de Marilyn. Cela a ajouté à la légende et rouvert de vieilles blessures. Carole Amiel a rencontré Yves Montand pour la première fois alors qu'elle n'avait que 14 ans. Mes parents venaient d'acheter une maison à Saint-Paul-de-Vence, se souvient-elle dans une interview de 2011 avec Le Parisien. J'étais sur le point d'entrer en 4e. Un jour, j'ai croisé ce grand homme promenant 2 petits chiens du restaurant La Colombe d'Or, et il m'a salué. Peu à peu, une relation proche, semblable à celle d'un père et d'une fille, s'est développée entre nous. Tout a changé quand j'ai eu 22 ans. Nous étions en 1982, et Yves Montand, ayant récemment sorti son dernier album Montand d'hier et d'aujourd'hui, a entamé une tournée à succès qui a duré plusieurs mois. Carole Amiel est devenue son assistante personnelle. Quand je le suivais en tournée, notre relation s'est progressivement transformée en quelque chose d'évident. Une connexion évidente qui allait mener à un événement heureux inattendu. En 1988, 3 ans après la mort de Simone Signoret, Valentin, le seul fils de Montand, est né. À ce moment-là, l'artiste avait 67 ans. Au début, Montand n'était pas heureux, a révélé Carole Amiel en 2011. Il se sentait quelque peu irresponsable d'avoir un enfant à cet âge et s'inquiétait de ce que les autres allaient dire. Une enquête aléatoire à Saint-Paul menée par une équipe de Canal l'a aidé à se sentir libéré. Les gens pensaient que c'était génial. Il a donc trouvé cela merveilleux. Malheureusement, le bonheur ne durerait pas. Valentin Montand honorait l'héritage de son père. Valentin Montand, fils du célèbre chanteur Yves Montand, s'apprête à célébrer son 36e anniversaire. Ce jalon est l'occasion de réfléchir à sa vie, en particulier sur la manière dont, en 2021, il a révélé ce qu'il avait fait avec l'héritage laissé par son père. À l'approche de sa 36e année, Valentin continue de garder un profil bas dans les médias. Cependant, en 2021, il a accordé une rare interview à Paris Match où il s'est ouvert sur sa vie. Le fils de Carole Amiel et Yves Montand, qui avait alors 32 ans, a expliqué qu'il avait utilisé son héritage pour ouvrir un institut de formation aux jeux vidéo nommé IAD 3D à Montpellier.
Je voulais créer une école sans compétition entre les élèves et sans système de notation, avec des enseignants à plein temps et 20 étudiants par niveau, a-t-il fièrement partagé. Maintenant, père d'une fille de 4 ans nommée Margot, Valentin a montré la détermination nécessaire pour construire ce qu'il avait imaginé. J'ai pu réaliser ce rêve grâce à l'argent que j'ai hérité de mon père, a-t-il révélé, ajoutant « J'aime le monde des jeux vidéo depuis mon enfance ». Il a également admis que les jeux vidéo l'avaient aidé à se créer une base solide. Enfant, à cause des histoires entourant mon père, je trouvais le monde extérieur corrosif. J'étais un solitaire et je restais souvent chez moi. Les jeux vidéo ont élargi mes horizons. Bien qu'il n'ait peut-être pas hérité de tous les talents de son père, Valentin a humoristiquement confessé « Je chante très mal ». Mais il s'exprime artistiquement à travers les jeux vidéo qu'il conçoit, où il transmet des émotions et des idées entrelacées. C'est ma définition de l'art, et c'est ce que j'essaie d'enseigner, a-t-il expliqué. Réaliser ses rêves semble avoir apporté à Valentin une grande satisfaction à de nombreux niveaux. Ce parcours n'a pas été facile pour lui, car il a grandi sans son père. Yves Montand est décédé en novembre 1991, alors que Valentin n'avait que 3 ans, un défi qu'il a affronté aux côtés de sa mère. Pourtant, plutôt que de le rendre distant, cette épreuve a façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Dans l'interview de 2021 avec Paris Match, Valentin a partagé « Mon père voulait que je devienne un homme bien. J'essaie de m'en tenir à cela. » Malgré les innombrables archives de son père, Valentin a du mal à se souvenir de lui. Cependant, il a réfléchi à son père en écrivant la préface d'un livre intitulé « La force du destin », coécrit par sa mère, Carole Amiel, et Luc Lariba, publié le 7 octobre. C'est la difficulté que j'ai avec mon père. Beaucoup d'images, mais pas de vrais souvenirs, a-t-il avoué à Nice Matin. Je me demande souvent si les souvenirs que j'ai ont été créés à partir des photos que j'ai vues ou si je les ai vraiment vécus. Avec le recul, je pense qu'il est plus difficile de faire face à l'absence qu'à la douleur elle-même. La naissance de Valentin a été une surprise pour la plupart des gens, surtout pour Yves Montand, qui avait 67 ans à l'époque. « Je sais que je n'étais pas attendu », a expliqué Valentin. « Pas du tout. Mon père était plus vieux, et ma mère ne l'avait pas prévu. Il n'avait jamais eu le temps d'y penser. Il n'avait pas prévu d'avoir un enfant. Mais ma mère est tombée enceinte quand même, ne s'y attendant pas, et mon père était vraiment mal à l'aise avec ce que les gens pourraient y penser. Ça le gênait beaucoup. » D'Italie à la célébrité. L'ascension d'Yves Montand, une icône française. Enfin, jetons un coup d'œil au parcours d'Yves Montand pour devenir une star célèbre. Yves Olivi, connu sous son nom de scène Yves Montand, est né le 13 octobre 1921 à Monsumano Terme, en Italie, et est décédé le 9 novembre 1991 à Saint-Lys, en France. Montand est devenu un chanteur et acteur français célèbre malgré ses origines italiennes. Sa famille a fui l'Italie fasciste lorsque Ivo était jeune, s'installant à Marseille, où il a grandi. Là, il a développé un amour pour le cinéma, en particulier pour les comédies musicales américaines, admirant le tap dance de Fred Astaire. La carrière de Montand a débuté dans les cabarets de Marseille, et grâce au producteur Émile Audifred, il a su se faire un nom dans la musique. Après la Seconde Guerre mondiale, il a déménagé à Paris, où la légendaire chanteuse Édith Piaf l'a pris sous son aile, l'aidant à devenir une star de la scène musicale française avec des succès tels que Les Feuilles mortes, C'est si bon et La bicyclette. Le succès musical de Montand lui a ouvert des opportunités au cinéma. Il a acquis une large reconnaissance avec Les Salaires de la peur et a ensuite joué à Broadway dans Les Sorcières de Salem et aux côtés de Marilyn Monroe dans Let's Make Love. Sa carrière d'acteur a atteint de nouveaux sommets avec les films politiques de Costa Gavras qui s'alignaient avec l'activisme de Montand. Il est revenu à ses racines musicales avec le film de 1988 Trois places pour le 26, réalisé par Jacques Demy. Politiquement actif,
Montand a souvent utilisé son art pour s'opposer à l'extrémisme et a soutenu des causes comme les droits de l'homme. Notamment, il a donné un concert à l'Olympia pour montrer sa solidarité avec les Chiliens après le coup d'État de Pinochet. Cependant, sa position politique a évolué dans les années 1980, devenant plus alignée avec des vues libérales. En 1938, à l'âge de 17 ans, Montand a eu sa première chance en tant qu'artiste de première partie dans un cabaret marseillais. Il a commencé à se produire dans un spectacle mettant en avant de nouveaux talents où il chantait des chansons de Charles Trenet et Maurice Chevalier et faisait même des imitations d'artistes populaires comme Fernandel et des personnages de Disney. L'organisateur du spectacle, Francis T., est devenu son mentor et lui a suggéré d'adopter un nom de scène. Montand a choisi Yves Montand, inspiré par les appels de sa mère lorsqu'il était enfant. Ivo, Monta, un mélange d'italien et de français. Francis T., chanteur et organisateur de spectacles, est devenu le premier manager de Montand, guidant sa carrière de 1938 à 1941. Montand a également pris des cours de chant avec Marguerite Francelli durant cette période. Et bien qu'il commençait à peine, il a réussi à décrocher de petits concerts, se produisant souvent avec Mado, la fille de sa professeure de chant, comme pianiste. En 1940, Montand commençait à se faire un nom dans des villes comme Narbonne et Toulouse, et finalement, il visait à se produire au célèbre Alcazar à Marseille. Le 21 juin 1939, Montand s'est produit à l'Alcazar, et son mélange de chansons originales et de reprises a conquis le public. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a perturbé ses projets de déménagement à Paris. Montand a été contraint de prendre un emploi au Chantier et Atelier de Provence, mais lorsqu'il a perdu ce travail, il est retourné au chant, se produisant dans de petits cafés et cabarets. Il a même travaillé comme docker tout en continuant à chanter le dimanche. Au début de 1941, avec l'aide de Francis T., il a repris le chant à plein temps. Plus tard cette année-là, Montand a eu une performance décisive à l'Alcazar qui a conduit à sa découverte par le producteur Émile Audifred, également connu sous le nom de Audi. Audifred a vu le potentiel dans la présence scénique de Montand et a pris en main sa carrière. Sous la direction d'Audi, Montand a amélioré ses compétences en chant et en danse et a perfectionné sa présence sur scène. Audifred a également présenté Montand à la célèbre chanteuse Reda Kahir, qui l'a aidé à peaufiner sa diction, ses manières de scène et son interprétation globale. Audi a encouragé Montand à élargir son répertoire, lui disant que « un artiste sans chanson est comme vivre sans amour, vous n'êtes rien ». Prenant ce conseil à cœur, Montand a commencé à incorporer plus de chansons populaires dans ses performances, ajoutant sa touche personnelle à chacune d'elles. En repensant à cette période, Montand a déclaré lors d'une interview avec l'Express « Je dois mes débuts à lui. Il a été formidable pour moi. Il disait « Tu verras, gamin, tu seras mondialement connu à Marseille. » On rigolait, mais cette première nuit, j'étais tellement nerveux. Audifred a réservé Montand dans des lieux comme le Colisée Plage, à Marseille et à Lyon, où il a ouvert pour la chanteuse populaire Rina Ketty. La carrière de Montand a continué à prospérer avec des performances notables au théâtre de l'Odéon à Marseille et dans des villes comme Aix, Nice et Toulon. À l'automne 1941, Audifred a produit une revue intitulée « Un soir de folie », mettant en vedette Montand. Pour cette production, Montand avait besoin de chansons originales et un parolier aveugle, Hubert Melone, en a écrit 2 pour lui. Il y a du swing partout et dans les plaines du Far West. La dernière est devenue le premier succès de Montand. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur la vie tragique et la mort d'Yves Montand. Quelle a été, selon vous, la performance la plus mémorable de Montand? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires sur des figures légendaires.